n'abandonnez jamais vos rêves. Il y a toujours quelqu'un qui viendra pisser. Il y a une phrase sur le film d'Avatar. Bon, elle est pas très jolie celle-là. Donc... Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai un immense privilège, un immense honneur d'être accueilli par la grande, l'extraordinaire, la majestueuse, la sublimissime Maïté Castaner. Non, là, c'est pas... non, quand même pas. Non, non, il est mignon, mon Clément, je l'adore, mais non, c'est pas tout ça, c'est pas tout ça, c'est pas tout ça. Ça démarre fort quand même, hein, ça démarre... Ah, mais je t'avais dit, hein, ah, que oui, là, ça c'était sans filtre. C'est sans filtre, et comme d'habitude d'ailleurs, mais là, tu démarres fort quand même. Hein. Parfait, non, donc voilà. Mais le pire, c'est que je le pense. Mais non, il pense pas. Il se dit, je vais essayer de lui pomper un petit peu le cerveau. Bon, en tout cas, merci infiniment Maïté de m'accueillir. Et c'est un plaisir. Ah, ben, voilà. Plaisir partagé. Voilà. Et vraiment, je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui Maïté pour les quelques personnes à travers le monde ou l'univers qui ne connaissent pas encore Maïté. Et donc, puisque Maïté est juste une femme qui a un parcours exceptionnel, un parcours hors norme, je dirais même qui a défié toutes les prédictions. Ah oui, ah, ça je confirme. Ah. Les prédictions de comptoir, hein, voilà, de barre de comptoir. Alors, voilà, c'est-à-dire que par rapport au pronostic de départ, rien à voir. C'est ça, non. Alors justement, est-ce que tu accepterais de te présenter un peu, Maïté, qui tu es, ce que tu fais, et peut-être justement quel a été ton parcours pour t'amener jusqu'à maintenant? Alors, je vais essayer de faire court, parce qu'en fait, on peut retrouver tout ça sur Internet, et ça pas... Enfin, en tous les cas, je trouve que ça n'a pas grande utilité de pouvoir en parler... Mais pour être très clair, moi je suis une enfant multi-10, voilà. Donc ça c'est un paramètre important dans le sens où quand on est enfant et scolarisé, et encore plus, parce que je suis à l'aube de mes 50 ans, donc il y a quand même pas mal... C'est gentil ça, c'est gentil. Tu sais pas, c'est le mal que je me donne aussi. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est enfant, il y a 40 ans, dans un système scolaire qui n'est pas du tout adapté comme aujourd'hui, etc., c'est très compliqué de trouver une place. Ça, c'est la première chose. La deuxième, de trouver un reflet dans les instituteurs et les professeurs qui ont la capacité de dire, bon, mais voilà, il y a des difficultés d'apprentissage, ou en tous les cas d'adaptation, ou on pourrait, voilà, suivant les disques que l'on pourrait avoir, et se dire que finalement, il y a des choses qui peuvent être mises en place. À mon époque, il n'y avait rien qui était mis en place, c'était les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. Ouais. Et quand tu étais bleu, tu finissais dans un LEP, tu finissais dans de l'apprentissage, malheureusement, alors que l'apprentissage est très bien. Hein. Oui. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais en tous les cas, c'était cette vision que l'on avait où on disait, voilà, on n'en fera rien, voilà, ça va bien se passer. Et très rapidement, donc, comme j'ai failli tripler ma cinquième, voilà, au moment de tripler la cinquième, l'institut dit à ma mère qu'on n'en fera rien de votre fille. Hein. Non, vraiment. Voilà. Et moi, cette personne-là, je la regarde et je me dis, mais t'es contre ou quoi? La seule personne qui m'aime inconditionnellement, c'est ma mère, est en train de lui dire, je suis une loseuse. Et ça m'a beaucoup blessée. Ça m'a beaucoup blessée parce que quelque part, on se retrouve avec une estime de soi qui est à la base, une confiance en soi, n'en parle même pas. Enfin bref. Et quand on dit je pars de 0, moi je pars de moins 50. D'accord. D'ailleurs, le prof à l'époque qui a dit ça, si vous vous reconnaissez... J'allais dire une grossièreté, mais je vais la dire quand même. Fuck le prof. Ça ne sera pas coupé au montage. Non, ça ne sera pas coupé au montage parce qu'il faut que certains instituteurs et profs prennent conscience du poids des mots qu'ils ont et du devenir qu'ils peuvent mettre en place. Et j'appelle ça en tous les cas des croyances déposées par la haute autorité. Oui. Et quand on est enfant, ça peut, en tous les cas, porter à conséquence sur notre vision de vie, sur nos chemins de vie, des choses dont eux, ils n'ont pas conscience parce qu'ils ont l'impression d'avoir la science infuse, mais qui pour nous, enfants, est juste catastrophique. Donc voilà, donc du coup, pour un petit peu passer là-dessus, rapidement, je passe mon diplôme de secrétariat, puisque ma mère se dit, si elle est totalement demeurée, autant qu'on lui fasse faire un boulot manuel. Et là, je m'en vais faire, donc moi je voulais faire coiffeuse, parce que moi je voyais que toutes les coiffeuses étaient belles. Et moi j'avais un faciès extrêmement ingrat, étant enfant, si, bon. Mais que si. Et là je me dis, être coiffeuse, ça rend belle. D'accord. À 14 ans, c'est ce que tu te dis. Oui. Le lobe frontal n'est pas encore fermé, donc tu te dis, ça va bien se passer. Moi, le truc que je veux faire, c'est ça. Et là, mes parents décident que non. Non, finalement, non. Ma charge, en tous les cas, si je devais mettre une pierre à l'édifice familial, ça serait plutôt faire du secrétariat pour faire les devis. Mon père ayant une société de maçonnerie. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire du secrétariat. Oui.
Et j'apprends, parce qu'en fait, je trouve ça sympa finalement de gérer, parce qu'en fait, à l'époque, quand on faisait du secrétariat, on était vraiment secrétaire de direction. Oui. Donc on gérait la productivité, on gérait du social, du juridique, etc. Et là, je trouve ça, c'est fun. Et en fait, je trouve ça sympa et j'apprends vite parce que je suis dans un genre de vie ma vie. Tu vois. Oui. Tu es dans une boîte, mais tu n'es pas dans une boîte, tu as des études de cas toutes les semaines. Puis là, on te disait, bon ben voilà, on va te faire rêver, là, pendant 4 heures, tu vas chez ta race. Et moi, je me disais, oh, super. Et là, en arrivant, on te disait, tu fabriquais, par exemple, des boîtes de conserve, il fallait les stocker, combien te coûtait le stockage, le machin, et tu avais des employés, combien te coûtaient les charges sociales. Et moi, je trouvais ça marrant, je me disais, oh, ça me plaît. Parce qu'en fait, on avait donné du sens à mon apprentissage. D'accord, ça devenait concret. Ça devenait concret. Et ça, c'est ce que aujourd'hui, je milite là-dessus. Si on ne peut pas apprendre, si on ne sait pas, en tous les cas, si on n'a pas le sens, si on n'a pas le but, ça ne sert à rien. En tous les cas, c'est bon ni pour notre cerveau, ni pour celui qui apprend, enfin qui distille en tout cas son apprentissage. Donc ça n'a pas de sens. Et c'est là où je me suis retrouvée à rentrer une première fois dans le milieu de l'informatique, parce que moi, j'étais dans une école privée, et là, je découvre le premier Apple. Alors, pour ceux qui ont connu ça, c'est simple, c'était un écran noir, tu tapais ton texte, tu appuyais sur un bouton, et tu allais à l'imprimante voir ce que tu avais écrit. Et là, moi, j'étais... C'est magique. Merveilleux. Moi, j'habite avec 3 carbones, tu vois, clac, clac, clac. Et là, je me retrouve avec ce truc, je me dis, mais ça, c'est bon, c'est du progrès. Oui. Voilà. Et là, je tombe dedans. Ça veut dire que entre ma faculté à me dire, mais finalement, apprendre, c'est pas douloureux, parce que c'était mon grand enseignement à ce moment-là, j'ai 14-15 ans, où je me dis, il faut juste comprendre comment on apprend. Et deuxièmement, il faut trouver ses outils. Et qui, pour moi, l'informatique était quelque chose, feignasse comme j'étais, quelque part, était un truc fantastique. Je suis, moi, c'était la photo, la banane, la poire et l'encens qui brûlait. C'était vraiment... Et là, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des vraies prédispositions pour faire du commerce. Ah. Ouais. C'est-à-dire que je démarre pour des raisons financières à faire du marketing de réseau. Oui. Et là, je me dis, sympa. Et là, je me rends compte que je me nourris des gens. Oui. Ça veut dire que là, les gens me racontent des choses qu'ils ont vécues. Donc moi, je suis un bébé, j'ai à peine 17-18 ans. Et je commence à rencontrer des gens qui ont déjà des vécus, des vies. Mais moi, j'ai rien vécu à côté de ça. J'ai juste allé à l'école et j'étais une turne à l'école. Une grande mission de vie quand même. Mais bon, en tout état de cause, je n'avais fait que ressentir de la souffrance. Pas intellectualiser, ni analyser, ni en tous les cas mis à profit. Et là, quand je me retrouve avec ces gens qui ont une capacité de me raconter leur vie, de partager leurs solutions, leurs problématiques, etc., et ben moi, je commence à voir ça, mais à stocker, à faire des fiches sur les gens, sur les comportements, etc. Et la vente, en fait, me fascine. Pas parce que j'avais une capacité de transformation financière, ça c'était une chose, mais ce plaisir que je prenais à passer du temps avec les gens. Et c'est là où quelque part je me dis, ça peut le faire. Et je grandis avec ça. Et là je prends un troisième enseignement, c'est les autres. Parce que notre relation, c'est notre perception en tous les cas. Et chacun a une perception, on peut tous se mettre devant la même toile et on ne se ressentira pas les mêmes choses en tous les cas. Complètement. Et là j'ai 20 ans. Et là, pour moi, je pars déjà avec un trousseau de clés qui, dans la vie, me donne les socles. En fait, les socles de me dire, ok, si lui, il raisonne comme ça, c'est qu'à un moment donné, il a intégré quelque chose dans son enfance ou dans sa dans sa vie professionnelle ou en tous les cas dans son tronçon de vie qui l'amène à... Et moi, je ne suis pas consciente de ce que c'est. Ça veut dire que des années plus tard, on commence à parler du développement personnel, de la connaissance de soi, etc. Mais moi, je pense que tout ça, c'est livré que, en plus de ça, comme je ne suis pas très douée à l'école, je ne suis pas très intelligente parce que c'est ce qu'on me rappelle en permanence. Et là, je me dis, bon, ben, ok, c'est bien, mais je n'intellectualise pas. Encore une fois, tout est une histoire de perception. Et c'est comme ça que je fais de la vente, que je commence à rentrer, et puis je commence à rentrer chez Club Internet, et puis on peut retrouver tout ça. Et en fait, le résumé, c'est que j'ai de la chance, parce que les gens voient en moi déjà ce que moi, je ne vois pas chez moi. Alors, mes talents, mes compétences, etc. Et je vois surtout, et je croise des gens qui croient en moi. Oui. Et ça, c'est cette putain de valeur qui fait qu'à un moment donné, tu as juste un type en face ou une bonne femme qui te dit « Non, mais tu vas y arriver ». Et là, tu te dis « Mais toi, t'es siphonné. Je sais mieux que toi que je vais pas y arriver. » Mais en fait, on a tellement de croyances limitantes qui nous sont déposées par tout un tas de gens, et encore plus par l'autre autorité, que quand on se retrouve dans cette situation-là, on se dit « Mais il veut quoi, lui, que j'aille faire ses carreaux ?» Tu m'as compris? Mais en fait, non, ce sont des gens qui ont la capacité. Et moi, c'est ce que j'ai développé. Parce que la première fois que j'ai vécu ça, et que j'ai réussi à faire ce qu'on m'avait dit qu'on allait faire, que j'allais arriver à faire, je me dis, merde, mais comment il sait? Et là, je commence à regarder le monde qui m'entourait différemment. Je me suis dit, mais
il y a des gens qui savent, comme moi, qui ne savent pas qu'ils savent faire des choses. Et là, je me rends compte que oui. Et là, juste, je commence à faire des essais, mes études sociales, dans mes profils, dans mes fonctionnements. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui finalement ne sont pas conscients de leurs compétences, de leur force de travail, de ce qu'ils savent faire de mieux. Et c'est pour ça que je me suis amusée les 15 dernières années à sublimer quelque part les compétences chez les gens. Et une chose que je fais et qui fait beaucoup rire mes amis quand je leur raconte, c'est que chaque jour, quand je me lève, que je croise quelqu'un, que ce soit la boulangère ou un rendez-vous professionnel ou personnel, j'ai plaisir à laisser dans le cerveau de cette personne-là un bouquet de fleurs en plein milieu de la cuisine, sur la table, de façon à ce que plusieurs jours plus tard, ils se disent « il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a laissé un beau bouquet de fleurs et qui m'a embaumé et qui continue à m'embaumer pendant quelques jours. » Et en tous les cas, sublimer ce qu'ils ont de beau en eux. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. Je pense. C'est gratuit. Moi, quand on le fait pour moi... parce que c'est pas souvent, parce que c'est voilà, on n'est pas. Mais je trouve que quand on arrive et qu'on dépose un bouquet sur ma table de salle à manger, mais attends, je te like, je te like, parce qu'il y a cette joie, ce truc où on n'est pas obligé de se batailler en se disant, je ne suis pas une mauvaise personne, parce que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Bien sûr. Et quelque part, on est tous les jours en permanence en train de batailler en se disant « mais il ne faut pas que je dise ce genre de choses, il ne faut pas que je pense ça, je suis une belle personne, etc. » Alors, arrivé à quelques années, on arrive à se réencoder parce que nos déclencheurs émotionnels permettent de pouvoir être remplacés et réencoder nos fonctionnements. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une émotion, quand on était enfant, a déclenché une attitude un comportement, et un comportement, un caractère. Quand les gens me disent « ah mais moi, voilà, je suis comme ça, je ne peux pas être autrement », je suis toujours émerveillée, je me dis toujours, est-ce que tu leur dis que en fait leur conscient ne fait qu'à peine 10-15% et que le reste c'est leur inconscient, donc qui n'est pas absolument pas là-dedans, qu'il y a un deuxième paramètre, c'est l'ego, qui vient fouetter là et faire son dragon au-dessus de nos têtes, et que en plus de ça, on se retrouve avec des déclencheurs émotionnels qui, un moindre mot, une odeur, ou chose comme ça, peut nous monter en charge émotionnelle positive ou négative, qui fait qu'en fait on va fausser toute la machine. Complètement. Et ça, c'est ce que je m'éverte aujourd'hui à expliquer. Quand je fais des formations, c'est comment on s'encode et comment on arrive à réencoder pour vivre mieux. Parce que l'important n'est pas d'être mieux que quiconque. L'important, c'est que l'on soit une meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Et qu'en tout état de cause, on soit soi-même. Tout à fait. Et si beaucoup de managers avaient ne serait-ce que conscience de cette petite pépite, mon Dieu, comment la vie de certains serait agréable et la leur avec. La vie de leurs équipes serait tout autre. On est entièrement d'accord. Et puis ils auraient une productivité et en tous les cas une qualité de vie autre. En tout cas, ce qui est bluffant, c'est que toi, cette prise de conscience qui s'est fait, on va dire, progressivement, et en tout cas grâce à des belles personnes qui ont su t'apporter ces cadeaux, ces bouquets de fleurs dans ta vie, ont fait que tu as gravi les échelons d'une manière incroyable au sein de Club Internet dans un premier temps, pour ensuite devenir toi-même dirigeante. Alors oui, moi-même dirigeante, puisqu'à la sortie de Club Internet, je rachète Booster Game à l'époque à la barre des tribunaux de Paris. Donc c'était une agence que je faisais fonctionner à l'époque chez Club Internet, qui était spécialisée dans le trade marketing. Et très rapidement, je rentre comme DG et là, ma méconnaissance, mon manque d'expertise, parce qu'il faut savoir qu'on ne... Voilà, même si j'ai fait des jolies choses dans ce bas monde, et je ne dis pas des choses magnifiques, je dis des jolies choses, parce que pour moi, c'est quantifié comme étant des jolies choses. Les belles choses, c'est quand je laisse les bouquets de fleurs. D'accord. D'accord, voilà, pour qu'on puisse bien hiérarchiser. Mais quand je me retrouve à reprendre cette boîte, en tous les cas comme DG du groupe, je n'ai pas la compétence comptable, analyse des comptes, etc. Et moi, je m'en vais, je demande, je me dis, par un peu de bon sens, avant de prendre la décision, je voudrais un bilan. On me donne un bilan, je m'en vais voir un pote qui est comptable, pas expert comptable, et qui me dit, non, c'est bon, la boîte a l'air bonne. Je m'en vais dans cette boîte-là et 2 mois après, je me rends compte qu'on a un passif de quelques millions d'euros et que la boîte est totalement asphyxiée financièrement, qu'il faut faire un plan social et que je suis obligée de prendre la décision, en tant que DG, en tous les cas, de mettre en protection judiciaire la maison mère et les 3 filiales. D'accord. De là, on enclenche des plans sociaux, on fait plus de 400 licenciements à l'époque.
pour moi, c'est très éprouvant parce que moi, je démarre. Hein, oui. hein, on appuie là-dessus, ça coule encore, on est d'accord. Hein. Comment ça, il faut licencier tout le monde? Oui, oui, oui. Ah, mais on ne peut pas licencier ça. Et moi, je me fais un point d'honneur à ne pas vouloir faire licencier ces gens-là par n'importe qui. Donc, je me dis, je vais licencier ces gens-là. Voilà, j'assume. 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 Bon, ça sera à refaire, j'assume pas du tout, hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Ça, tu le fais une fois dans ta vie parce que tu voilà, t'es pas très bien câblé, tu vois. Tes chakras sont pas alignés et tu sais pas du tout où tu vas. Parce qu'après, quand tu y vas, voilà. C'est comme le mec quand il te dit le désert, au fond là-bas, il y a une espèce de petit, petite mare, tu vas avoir de l'eau. En fait, c'est juste un mirage. Non, il y a pas. Et je me retrouve donc à faire le plan social, ce qui me vaut en fait pendant plus de 10 ans le surnom de Léon le nettoyeur. Ah oui. Oui. Ça commence bien. Oui. Ça commence bien. J'ai une vie professionnelle qui, dans la vie à Paris, Oui. Mon surnom c'est Léon le nettoyeur. D'accord. Bon. Alors il y a mieux à porter, oui, mais voilà. Alors en effet, ça ne faisait pas envie. Hein, voilà, j'étais pas le genre de profil où on se disait on va rigoler avec Maïté. Non, je n'étais pas amusante et je ne faisais rire personne. Mais ça a fait que quelque part j'ai pu racheter cette boîte derrière devant les tribunaux avec quelques salariés. On l'a fait délocaliser, on l'a restructuré et au bout d'un an, on est repassé rapidement en positif avec beaucoup d'huile de coude et des clients qui ont su nous suivre comme Microsoft, qui ont su dire ben voilà, si Maïté reprend, on suit. Et ça a été une chance, oui, non, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la plus grande chance à ce moment-là et le plus grand enseignement, c'est que je me retrouve avec un administrateur qui lui me dit mais parce que je le faisais suer, hein, c'était vraiment le pauvre type. J'ai encore eu le bonheur de déjeuner, enfin de dîner avec lui il y a 15 jours et on s'est remémoré les bonnes années il y a plus de 15 ans et ça nous a bien fait marrer. Et ce gars-là, à un moment donné, me dit mais vous voulez pas racheter la boîte? Parce que bon, voilà, elle est en... Et je dis non, mais moi j'ai pas cet argent. Il me dit mais oui, bon, ça peut se trouver. Et là, moi, je découvre que Microsoft croit en moi parce qu'il me dit, ben voilà, moi, si tu reprends la direction de la boîte, tu la rachètes, je te suis. Que cet administrateur-là me dit, mais si vous savez, ben, on fait. Et je me retrouve avec des cadeaux de la vie. Oui. Alors, certains appellent ça de la chance, mais moi, j'appelle ça des cadeaux de la vie. Ça veut dire des gens qui croient en moi. Et moi, je suis là en train de me dire, je vais y aller ou je vais pas y aller? J'y vais ou j'y vais pas? Et là, tu commences à ne pas dormir quand même. Hein. Bien sûr. Et puis là, tu commences à avoir des encéphalinases intestinales foudroyantes, des insomnies, de la boulimie. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais t'es pas bien. T'es pas bien du tout. Et là, tu te dis... Alors, t'as pas d'enfant à ce moment-là. T'as juste un chien et un conjoint. Mais c'est compliqué parce que tu vas hypothéquer la seule maison que tu as achetée. Oui. Enfin bon, voilà, tu mets tout sur le billot et tu te dis, bon, si on y va, on y va. Et c'est gros. Oui. C'est très gros. On n'est pas dans une taille de boîte où on se retrouve... moi, 2 ans plus tard, je faisais 3700 bulletins de salaire. Tu vois, donc c'est du lourd. Oui, sacrée progression. Oui. Et c'est même pas une progression. Ça veut dire que tu sautes un putain de pont-levis et t'as 25 dragons. Et dès que tu vois, il te crache du feu aux fesses. Et toi, tu te dis, oh là, ça va bien se passer. Mais c'est ça aussi qui m'excite à ce moment-là où je me dis, mais bon, si tu y vas, qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire des cas, ton mari te plante, il se casse. Bon. On va dire qu'on peut en retrouver. Le chien, de toute façon, il est obligé de rester là parce qu'il faut qu'il bouffe. Et au pire des cas, tu vas aller squatter chez des copines et des copains, ça va bien se passer. Et là, je décide réellement de me dire, j'ai rien à perdre finalement. Ouais. Et là, je prends conscience d'un des enseignements que j'ai beaucoup appris dans cette vie, c'est que quelquefois, on ne fait pas parce qu'on a peur de perdre. Complètement. Et la peur de réussir est venue à un moment donné se mélanger à tout ça. Mais je trouve qu'entre la peur de le réussir, alors que moi je sortais d'un milieu où on était encore à moins 50, hein, on reprend un petit peu de là où je pars à moins 50, j'ai une évolution, je vois qu'il y a des gens qui croient en moi et je me dis, oh, tu sais quoi? Soyons dingues. C'est ça, rien à perdre, rien à faire. Voilà, rien à faire, rien à perdre. En tous les cas, je ne voulais pas avoir peur pour ça. Oui. Je voulais avoir peur pour autre chose, mais quelque chose qui méritait d'avoir peur. Pour moi, dans ma vie, j'ai toujours dit, c'est bon d'avoir peur. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui nous garde en vie, c'est une clause de sécurité, mais ça ne sert à rien d'avoir des peurs qui ne servent à rien à part nous ralentir et nous garder dans une masse basse. Tout à fait. Et ça, c'est important aussi de l'intégrer, parce que beaucoup de gens n'ont pas leur peur, elles ont non seulement leur peur, plus celles qui ont été déposées par les parents, les instituteurs, des voisins, des copains, etc., qui viennent nous dire « Ah, moi là, je suis en apnée, monsieur. Ah, bon. » Et puis, il faut savoir dire « Ce n'est pas mon histoire. » Oui. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas ma peur. Moi, si je me mets dans la configuration, je n'ai pas peur.
Et ça, c'est important aussi de le recalibrer au fur et à mesure où on grandit, où on vit, où on traverse les choses. Parce que même moi, aujourd'hui, j'ai pas peur de perdre. Oui. Parce que je sais que j'ai la capacité de recommencer s'il le faut. Super. Et ça, c'est une foutue valeur. Oh oui. C'est une foutue valeur parce qu'aujourd'hui, se dire ça, c'est du grand luxe. Complètement. Comme vous l'avez vu, un parcours juste extraordinaire, atypique. Il y avait une rage finalement d'avancer. Et au final, maintenant, si on devait faire le point, après, je dirais tout cela, aujourd'hui, tu en es où? Je crois que tu es à la tête de plusieurs sociétés. Oui, oui, bien sûr, puisqu'en fait, j'ai eu l'idée saugrenue de pouvoir capitaliser sur ce que je faisais. Oui. Donc, du coup, j'ai monté en 2008 un fonds d'investissement. Oui. J'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans des structures qui ont marché, qui n'ont pas marché. D'accord. Parce que moi, je fais partie aussi de ces gens où il faut démystifier un petit peu cette histoire de réussite. Elle est, mais elle n'est pas si simple. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de dirigeants qui arrivent à montrer les coulisses. Et les coulisses, c'est quelquefois des affaires qui fonctionnent très bien, c'est des affaires qui fonctionnent moins bien, et d'autres pas du tout. Complètement. Et qui nous coûtent de l'argent. Et moi, j'en ai aussi à mon actif. J'ai des choses que j'ai pas réussi, des idées où je me suis dit ça va être super, et finalement, ça n'a pas fonctionné. Sinon, on est bien d'accord que c'est pas... Et je crois qu'il y a aussi ce moment de doute dont il faut parler quand on est dirigeant ou même manager, parce que aujourd'hui, pour moi, la comparaison, être manager un peu de haut vol, on est pratiquement dirigeant, parce qu'on a une BU à faire fonctionner, on a ces moments de doute, on a sa fameuse solitude qui revient reprendre un petit peu le pas. Et ça, c'est important de comprendre que c'est pour tout le monde. Oui. On a tous à un moment donné se dit, j'y vais ou j'y vais pas. Que ce soit la peur de perdre, la peur de réussir, ou notre clause de sauvegarde qui nous dit, est-ce que je dois réellement y aller, son instinct. En tous les cas, il faut l'écouter et il faut l'entendre. Tout à fait. Et ça, c'est ce que ne font pas certaines personnes et qui, à un moment donné, arrivent à perdre en fait tout ce qu'ils ont bâti, construit, voilà. Donc moi, en effet, mais le plus gros projet qui aujourd'hui m'anime et que je trouve sympa, c'est le CNIP, c'est le Centre National d'Innovation Pédagogique, qui est un centre de formation qui est basé sur les neurosciences, puisque moi, depuis plus d'une dizaine d'années, je fais des recherches là-dedans, et c'est quelque chose qui me passionne. Alors déjà, j'avais visiblement commencé, il y a plus de 20 ans, à faire mes études de profiling et de comportement des gens, et quand je tombe sur les premiers prémices, en fait, puisque les neurosciences ont une vingtaine d'années, moi, quand je tombe sur les prémices de neurosciences, je me dis je te like. C'est là. Enfin, c'est ça. Et c'est ça. Et là, moi, je me sens foudroyée par un savoir et un assemblage de pièces où je me dis, mais finalement, il y a les psys, il y a le côté médical, et puis il y a notre fonctionnement de tous les jours qui aujourd'hui prend forme dans notre apprentissage de vie et qui est à la portée de tous. Oui. Et moi, ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Ça veut dire que comprendre, parce que moi, je faisais partie de ces gens-là, quand j'ai passé mon permis, la bonne femme, à un moment donné, pour citer que cet exemple, arrive et me dit, mais tu comprends pas qu'il faut embrayer? Ben non. Non, je comprends pas. Non. Pourquoi on va sur la Lune et je suis obligée d'appuyer sur une pédale pour faire passer un levier à l'époque? Parce que tu as des boîtes auto, là? Ben oui, moi j'ai des boîtes auto. Alors je vais te dire que... non, je ne veux pas. Et quand je m'en vais en louer une, je dis, ah non, dans le moteur gueulé, parce que derrière, je dis, ah merde, c'est vrai, il faut passer la vitesse. Mais ça en faisait partie. Ça veut dire que, pour moi, c'était... voilà, c'est une évidence même que chaque individu puisse croître, grandir personnellement et professionnellement, et que son savoir ne soit pas détenu par quelqu'un qui décide ou pas s'il a accès à ça. Voilà, pour moi, ça a été une vraie révolution de vie. Alors justement, il y a une phrase, en tout cas que je dis régulièrement, c'est que je pense que le bonheur, l'épanouissement sont les plus grands leviers de la performance. Oui. Selon toi, justement, quels ont été ces leviers, ces bonheurs, cet épanouissement qui ont été les déclencheurs? Alors, moi, mon épanouissement et mon déclencheur, tout le monde te dira, moi j'ai eu des enfants, j'ai eu une vie de couple extraordinaire. Moi, j'ai eu une vie de famille qui a été magnifique, en tous les cas. J'ai aujourd'hui une autre vie de famille qui est différente, avec deux petits garçons qui sont ma vie. Mais ce qui a fait, moi, mon épanouissement, c'est avoir le sentiment tous les matins de me lever, de partir avec un seau et une pelle et aller dans le bac à sable où tous mes copains étaient là-bas
et on construisait, suivant les jours, le château de Martine ou de Marcel, ou le château de nous tous, mais en tous les cas, il y avait cette façon, enfin, ce truc qui m'animait, par passion ou pas par désir, mais bref, quel que soit le motif, mais en tous les cas, ça c'est ce qui m'a, tous les cas, animé. Le jour où je n'étais plus animée, Oui. je partais. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un côté ludique, un côté fun dans ce que tu faisais? Un côté fun, un côté constructif, un côté partage, un côté pierre à l'édifice, un côté social. Je ne saurais pas te dire le nombre en tous les cas, de sentiments ou de buts qu'on pourrait y mettre dedans. Moi, tout ce que je sais, c'est que si ça m'anime pas de bras, pas de chocolat. D'accord. C'est horrible hein, d'ailleurs, hein, parce que moi j'avais une amie qui maintenant est partie de cette terre, mais qui était beaucoup plus âgée que moi. Elle avait presque l'âge de ma mère. Et quand elle me voyait, elle me disait: qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai toujours peur que quand tu arrives, que tu me dises que tu es médecin. Ah bon? Pourquoi? Ah moi je suis sûre que tu vas rangueil d'embauche. Hein. Mais non, tu sais bien que j'aime pas le sang. Eh ben heureusement que t'aimes pas le sang, parce que je suis sûre que je te retrouverai chef de cardio, tu serais en train d'opérer, et moi ça me ferait flipper. Et c'était avec beaucoup d'humour qu'elle disait ça, parce qu'elle disait, voilà, tu as la capacité de faire ce que tu veux quand tu veux. Oui. Et c'était vraiment ça. Ça veut dire que si ça m'animait, mais j'étais capable de décupler, mais ça, on est tous pareils, hein. Ce n'est pas plus chez moi que chez n'importe qui. On est tous pareils. Ça veut dire que quand on trouve une mission qui nous anime, on est capable de décupler, au même titre que quand on a peur, de décupler de la colère pour pouvoir courir alors qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir courir aussi vite, ou se défendre avec nos mains. Mais dans l'absolu, c'est pareil. Ce truc qui part dans un sens où on veut se défendre, eh bien, quand on veut se battre, il est là. Et se battre intelligemment, ça veut dire avec ses tripes, avec son cœur, avec sa foi. Alors comme tu le sais, justement, moi ce qui me passionne, c'est le management, c'est le leadership, c'est la performance professionnelle de manière générale. Alors justement, toi qui, je dirais, est passé par toutes les étapes, qui est passé manager, puis dirigeant, qui a plusieurs sociétés, qui est clairement, je le dis, je l'assume, un grand leader, d'accord? Quel est justement le conseil que tu pourrais donner, même si tu en as déjà donné beaucoup, mais le conseil que tu pourrais donner pour pouvoir dire aux managers, aux dirigeants, d'animer leurs équipes, en tout cas de leur donner envie, leur donner les moyens de se transcender et de performer. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, ni sur des interviews, ni sur... Voilà, je vais vraiment partager un truc. On a une exclusivité. Ouais, on a une petite exclusivité parce que je pense qu'elle a le mérite d'exister et elle va prendre beaucoup de sens si tu as vraiment cet style de manager qui va prendre beaucoup de sens pour eux. Moi, je n'ai jamais fait d'école de management. Moi, j'ai appris sur le tas, j'ai appris avec des gens qui étaient bien, extraordinaires, moins bien et totalement médiocres. Oui. Voilà. Donc, ça a donné pour moi une référence de ce que je ne voulais pas être. De ce que Ça marche bien aussi. Ah non, ça marche bien, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et de ce que je voulais, quelque part, ce qui m'inspirait, je me disais, ah, ça c'est bien quand il fait ça, moi, sur moi, ça me va bien. Voilà. En tous les cas, c'était dans mon alignement. Moi, j'ai eu des gens qui ont eu de grosses boîtes, hein, des dirigeants de grosses boîtes à Neiti, qui me disaient, Maïté, t'es pas un bon manager. Et chaque fois, je leur posais la question, je leur disais, mais ok, j'entends, il y a sûrement un meilleur manager que moi. J'ai dit, mais toi, c'est quoi? Ah, mais moi, j'ai fait l'école HEC, management, etc. Et moi, si tu veux, je me retrouve, j'ai 30 ans, la première fois que j'entends ça, je me dis, oh, merde, lui, il est intelligent, il est allé à l'école, moi, non. Je me dis, oh, merde. Et moi, je commence à me dire, peut-être qu'il faut que tu ailles faire HC, parce que quelque part, voilà. Parce que je me retrouve très tôt hein, à manager. Moi, j'ai même pas, la première fois que je manage, moi, des commerciaux, j'ai pas 19 ans. Oui. J'ai 35 commerciaux que je manage dans une usine que je monte avec un autre poteau où on se dit on va faire des ronds et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à vendre des produits d'entretien et du papier toilette en porte-à-porte sur toute la région toulousaine. Mais dans l'absolu, moi, j'ai pas fait. Et là, je prends conscience que visiblement, j'ai des carences. D'accord. Je m'en vais voir à l'époque mes responsables, je leur dis, je pense qu'il faut que j'aille faire une formation de manager. Et là, tous me regardent et me disent, ah non, pas du tout. Ah bon, pourquoi? Ah non, tu ne fais pas de... Non, tu continues comme ça. Je dis, mais vous avez fait... Et moi, je prends ça en me disant, oh, putain, c'est des crevards, quoi. Les mecs, ils sont rats-sous à pas vouloir me payer une formation de management, alors que eux, ils ont fait ça, ils ont fait une école de management, etc. Je comprends pas à l'époque. Oui. Ouais.
mais c'est d'une putain de forme de bienveillance que voilà, je remercierai toujours c'est la bienveillance de ces gens-là, parce qu'ils savaient que si je rentrais dans les rangs, j'allais détruire toutes mes bases en tous les cas, et tout ce que... Mais moi, je ne sais toujours pas ce que je sais faire de mieux qu'eux. Oui. Parce qu'eux savent que, quelque part, il y a quelque chose que je sais faire qu'eux ne savent pas faire. Et très rapidement, je me rends compte de ça. Et pour la dernière fois que j'entends ça, c'est pas vieux, il y a 7-8 ans, on me dit « Mais Maïté, tu n'es pas un bon manager. » Je dis « Très bien, quelle est ta définition du bon manager ?» Et il me dit « C'est quand les équipes suivent. » Très bien. À l'époque, ce gars est DG chez moi, et je suis présidente de la boîte. Et je dis « Va voir tes équipes et dis-leur que ce soir, il y a Nocturne. » On a une trentaine de personnes à l'équipe. Hein. Il y en a 2 qui arrivent. Je lui dis 2, j'en ai une. Je reviens. Je lui dis moi, je les ai tous. Alors, je ne suis pas un bon manager. Dans tous les cas, ces gens-là croient en moi. Et mon attitude, mes actions ont fait que ils sont là. Et quand j'ai besoin d'eux, ils sont là pour moi. Et quand ils ont besoin de moi, je suis là pour eux. Exactement. Alors ça, j'adore. Je suis fan. Vous avez compris l'importance de cette réciprocité, l'importance que les équipes sentent à quel point vous êtes là pour eux et que vous êtes là pour vous battre pour eux. Ouais. Et ça, c'est essentiel. C'est ça. Je rebondis parce que ça me rappelle une fois une intervention où j'ai été justement un peu choqué. J'étais allé intervenir dans un grand groupe, je ne citerai pas le nom, pour une après-midi de conférence. Et il y avait une étudiante qui était là en stage, une étudiante dans une école de management, qui vient me voir à la fin de l'intervention, qui me dit « Monsieur, je tenais à vous remercier, avec grand plaisir. » Elle me dit « Non, mais juste pour vous dire, j'ai plus appris en 3 heures qu'en 3 ans dans l'école de management. » Et là, je suis tombé de 10 étages. Ouais. Je dis « Ah d'accord. » Elle me dit « Oui, là, c'était du pratico-pratique, c'était du concret. Là, vous nous avez appris à devenir un leader et non pas être un commandant. » Ok. Et elle avait raison. Oui. Ce qui fait que ce qui tu lui as inspiré, c'est qu'elle l'avait au fond d'elle. Et juste avec 3 heures, tu as su appuyer sur les boutons, les déclencheurs émotionnels, pour qu'elle puisse monter en compétence et qu'elle s'aligne. Oui. Ce travail que tu as fait, moi, c'est ce que j'appelle le travail de magicien. Oui, peut-être. Mais je confirme, parce que c'est à un moment donné, pouvoir mettre un miroir face à quelqu'un en lui disant « Mais regarde comment t'es beau. Regarde ce que tu es réellement. » Complètement. Et là, cette personne-là se dit « Ah, mais c'est vraiment moi ?» Oui, c'est vraiment moi. Ce n'est pas une photo, c'est vraiment toi. Regarde, bouge. Et là, cette prise de conscience, elle est juste énorme. Parce que cette personne-là, plutôt que de se retrouver nécrosée à faire des tâches qui finalement, et d'être toujours ce foutu doute, se dire « Est-ce que je fais bien, je fais pas bien ?» Parce que ce qui cadence nos journées, est-ce que ce que je suis en train de faire est bon? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? C'est ce qui cadence. Bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai découvert très très jeune l'outil qui permet de pouvoir répondre à ça. Et quand je dis très très jeune, je suis chez Club Internet, donc j'ai 20 et quelques années. Et là, je me dis, mais on est dans une boîte, je vous le rappelle, hein, c'est des startups, il y a des budgets de partout, on fait partie du groupe Lagardère, tout le monde fait comme il peut, ce qu'il a. Open bar, et puis en plus de ça, il y a des mecs qui arrivent, soi-disant, ils sont hyper intelligents quand tu discutes demi-heure avec, tu te dis, oh non! On m'a fait dire qu'il était intelligent. Et là t'as ta déesse intérieure là qui s'effondre et se fout sur le banc. J'attendais pour qu'il me sauve. Non, il te sauvera pas. Il te sauvera pas du tout. Et méfie-toi parce qu'en plus de ça, comme il est mauvais, il va essayer de te niquer. Ça va faire bim bim sur les tibias. C'est plus simple de rabaisser les autres que de s'élever soi-même. Exactement, exactement. Et moi, je me suis retrouvée donc à vivre ça. Mais pour moi, la clé que j'ai bien développée, que j'ai commencé, c'est quand je ne savais pas, quand j'étais dans le doute et que je n'avais autour de moi personne pour pouvoir m'inspirer ou me donner un axe de travail, je me disais toujours, si toi, tu avais un responsable, qu'est-ce qu'il ferait? Oui. J'ai toujours travaillé un petit peu, vécu dans ce modèle de schizophrénie qui va bien, que je duplique, hein, il y a foison, puisque je le partage à tous les managers que je forme. C'est, voilà, tu ne sais pas quoi faire. Si toi, tu étais le manager du haut, qu'est-ce que tu aimerais entendre et qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Parce qu'en fait, les réponses, on les a tous à l'intérieur de nous, ça c'est pour commencer. Et deuxièmement, si on est là, il ne faut pas rêver, hein. On peut être le cousin du cousin, mais à un moment donné, ça chimbre. Donc si vous avez passé les 6 mois de période d'essai, c'est que quelque part, vous avez quand même un peu ce qu'il faut. A priori, il y a les bases. A priori, il y a les bases, il faut juste aller les chercher maintenant. Voilà, parce que sinon, la période d'essai, vous ne la passez pas. Les 3 mois, c'est merci, au revoir, il faut y aller. Hein, on est aquaponé. Et il y a la licorne qui attend derrière pour la session suivante. Donc, une fois qu'on a passé ces 6 mois-là, et que même si on est arrivé là par chance, par tout ce qu'on veut,
et ben on sait que finalement, à l'intérieur de nous-mêmes, on a les réponses et on a les bonnes réponses. Oui. Il faut se faire confiance. Alors, se faire confiance, c'est vite dit. Moi, je dis toujours, il y a des gens qui parlent comme des livres, et quand on parle de sortir sa zone de confort, la confiance en soi, etc., t'entends parler tous ces conférenciers, puis alors tu te dis, ah, putain, mais le mec qui a vraiment besoin, il se dit, je suis encore plus con, parce qu'en fait, ils sortent de la conférence, c'est ça, je suis encore plus con que ce que je suis rentré. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on me donne des outils, alors j'ai un mode d'apprentissage un peu basique, mais la confiance en soi, c'est quelque chose qui va se construire jour après jour, minute après minute, action après action, où tu vas te rendre compte que finalement, je ne me suis pas fait péter les dents, on est dans bonne chose. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à générer de la confiance en soi et donc faire monter ton niveau d'estime de soi. Complètement. Mais sinon, c'est pas parce que tu vas sortir pendant 21 jours de ta zone de confort que... Non, parce que c'est comme ça que c'est vendu. Oui. Moi, ça me pose un problème éthique, on est bien d'accord. Voilà. On ne citera aucun livre ni... Non. Si je les ai lus. Oui, moi aussi. Voilà. Et là, tu te dis... Le type, s'il ne s'est pas pendu à la fin de ce bouquin, c'est qu'il est pas mal. Il y a encore des restes, on peut le sauver. En fait, finalement, le développement personnel, ça serait plus, quand je t'écoute, du dépouillement personnel. C'est enlever finalement les couches en trop. Ouais. Pour revenir à la base. J'aime beaucoup ton image, que je vais garder, que je réutiliserai, mais en effet, alors je dirais presque comme un foutu poisson qu'on vient de pêcher, écaille après écaille, il faut prendre une foutue pince et se les arracher, hein, vraiment, parce que c'est pas des petites pétales ni quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord, on se trompe pas, hein, on est vraiment sur... Et là, c'est s'arracher quelque part cette carapace qui quelquefois même arrive à repousser. Il y a des réminiscences. Exactement. On arrive à retomber sur ces anciens schémas. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui brille, qui fait que ça ne se passe pas comme prévu. Et le cerveau, lui, se dit, ça ne marche pas comme prévu, revenons à l'ancien. Et on revient à l'ancien. Et ça, c'est plus compliqué, parce qu'après, il met en place des mécanismes de défense qui fait que pour aller chercher, c'est compliqué. C'est un peu comme quand on arrête de fumer avec l'hypnose. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient compliqué. 5 fois, là, il faut arriver au thérapeute en lui disant, je vous préviens, ça fait 5 fois, venez le torturer, et il s'est bien planqué. Et là, je préfère vous dire, il y a du grillage de partout. Et là, il y a des bombes lacrymogènes qui vont péter. On est bien d'accord, man? Vas-y, je te laisse mon cerveau. Moi, c'est ce que je dis au dernier, là, il y a quelques semaines, quand je suis allée fumer, à vouloir arrêter de fumer, 5 fois, je lui dis, là, je vous préviens, là, il faut y aller, et puis... on sort le bazooka. On pète. Ok. et c'est pareil. Bien sûr. Avec, j'irai justement tout ce parcours, on voit que tu as cette envie tout le temps de te lancer des défis. Oui. J'irai de vivre véritablement avec passion tout ce que tu fais. Oui. Alors justement, quels sont maintenant tes prochains défis, en tout cas tes défis actuels et les prochains défis? Mes prochains défis, ils sont... Alors, d'une part, j'ai ouvert le Centre international de l'ikigai, qui pour moi est très important parce que j'ai passé pratiquement les 3/4 de ma vie à me dire, mais je dois faire quoi? Je suis venue faire quoi? C'est ces questions existentielles que l'on a. Et chaque fois que je disais ça à quelqu'un, tout le monde disait « Ah, c'est pas grave, avance, voilà. » C'est comme quand t'as le moral à zéro, t'as toujours un copain qui est assez con pour te dire « Ah non, c'est bon, viens, on va aller bouffer au resto, ça va passer. » À quel moment ça a du sens? Non. Ouais. Je suis en train de te dire, j'ai mal. L'autre, il te dit, ah non, ça va passer. Et le problème de trouver son chemin de vie, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'on est dans des modes de survie, hein, quand on arrive, quand on démarre dans notre carrière professionnelle, etc. On grandit. Le temps passe, on fait notre cellule familiale, on s'impute des coûts financiers qui on pense que ça nous permet d'exister, mais en fait finalement ça nous fait que juste nous faire une prison dorée sur des postes ou des qualifications qui font que, et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu, en tous les cas, rentrer dans cette dépendance-là. C'est-à-dire que même quand j'ai eu gagné beaucoup d'argent, j'avais un rythme de vie qui me permettait demain matin de pouvoir me dire si ça ne me va pas. Voilà. J'ai toujours le choix de choisir ma vie. Et ça, pour moi, c'était un luxe de pouvoir choisir ma vie. Mais dans l'absolu, voilà, c'est le centre de l'ikigai, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important parce qu'il y a plein de gens qui sont là à errer. Alors, on a des burn-out, on a des burn-out, on a des bore-out. Mais dans l'absolu, on a juste des gens qui ne sont pas à leur place. Oui. Et que socialement, moi je me souviens d'un temps, il y a encore 30 ans en arrière, que tu rentrais dans un job, 3 semaines après il ne te plaisait plus, tu te cassais, tu allais en trouver un autre. Aujourd'hui, c'est pas possible.
T'es rentré, t'as affiché socialement à tous tes copains, à toute ta famille que t'avais un job, etc. Ah mais tu peux pas dire que tu t'en vas dans 3 semaines, tu te prends pour qui pour lâcher un job? On n'est plus dans la même culture d'entreprise, dans la même façon de fonctionner. Et ça, c'est problématique, parce qu'en plus de ça, on est façonné comme ça. Hein. Ça veut dire que depuis plus de 50 ans, on façonne l'employabilité française. Alors, quand je dis française, elle est européenne, hein, parce qu'on est un peu dans le même acabit. Ça veut dire que dès le primaire, on façonne des enfants, des collégiens, des universitaires, etc., des lycéens, pour leur dire, voilà, non, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être créatif, parce qu'on te demande de faire des maths de cette façon-là, on te demande de faire du français de cette façon-là, et si tu ne les fais pas comme ça, c'est l'amende. Tu as le stylo rouge qui sort. Et le problème, c'est que quand ces gens-là sortent de l'université et rentrent dans une vie professionnelle, la première chose que te dit ton nouveau manager, c'est tu sais quoi, man, on a toujours fait comme ça et c'est pas toi qui vas venir révolutionner le monde. Hein. Ok. Et là, c'est fini. Dernier coup de sabre, il est passé. Parce que toi, tu as espoir que dès que tu vas sortir de ce foutu cursus scolaire où tu te sens juste extrêmement bridé, quand tu vas arriver dans la vraie vie, là, ça va changer. Et là, dans les 3 semaines qui suivent, t'en as un qui va te balancer la foutue phrase qui va juste plomber toute ta putain de life. Parce que là, tu vas te retrouver à te dire « Ah, non, en fait, je suis toujours dans la mare. Oui, avec une paille. » On te laisse juste de quoi respirer. Donc, on se retrouve avec des gens qui arrivent, donc ce que j'appelle l'employabilité, et on se retrouve avec des patrons qui, eux, cherchent des gens qui sont créatifs, qui ont une vision, qui ont l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, qui savent manager, etc. Enfin, voilà, nous, on cherche ça. Et en fait, ce qui sort de la machine, c'est pas ça. Non. Non. Et le problème, c'est qu'on continue. Non, il faut continuer parce qu'on ne va pas faire des changements quand même. Non. Ça serait compliqué. On a tellement l'habitude de faire toujours pareil. Ah oui, et puis c'est tellement plus simple de faire comme d'habitude que de faire autrement, que voilà. Donc du coup, on se retrouve avec des contraintes d'employabilité, avec des gens qui savent faire bien leur métier, donc ce qu'on appelle des hard skills, mais qui derrière ne savent pas travailler le soft skill. Voilà. Et un manager, c'est un vrai manager, pour moi, par définition, c'est pas quelqu'un qui a fait HEC, c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter et qui, sur une équipe de 15 à 20 types, bonne femme, hein, il va savoir gérer, il va savoir aller donner la béquille de ce que chacun va avoir besoin pour se sublimer, grandir et aller rechercher. Ça veut dire que moi, j'ai toujours, et ça, je le faisais depuis plus de 20 ans, je ne suis jamais allée demander à quelqu'un qui est un peu autiste, qui adore les chiffres, qui adore manier du fichier Excel, lui dire, tu sais quoi, tu vas passer au phoning, toi. Toi, aujourd'hui, c'est ton jour. Je vais te faire chier et je vais te passer au phoning. Tous les jours, tu vas décrocher ton foutu téléphone et tu vas appeler du client. Le type, il est à charge émotionnelle, il meurt. Bien sûr. Et au même titre que celui qui, lui, téléphone, fait plaisir, si tu lui expliques qu'il va falloir qu'il aille gérer des chiffres, mais il ne peut pas. Donc, si on arrivait aussi à partager les tâches en disant c'est de l'équité, parce que fuck l'équité, mais en correspondance et avec la faculté que ont et le talent des gens, mais l'unité de production serait juste, mais elle serait déployée fois 100. Bah bien sûr, c'est une évidence. C'est ça. Si tu avais un dernier conseil amical, imaginons que tu es face à toi un jeune qui démarre sa vie professionnelle, qui a été bridé pendant des années, qui se retrouve maintenant à devoir se dire, bon ben voilà, je vais commencer ma carrière, mais il s'imagine avec des plafonds de verre de 15 mètres d'épaisseur au-dessus de sa tête. Si tu avais un conseil amical à lui donner pour qu'il démarre sa carrière. J'en aurais plusieurs. Ouais. J'en aurais plusieurs. La première, c'est de l'éducation. L'éducation, c'est ce qui, à un moment donné, donne le frein et qui crée un plafond de verre dans toute ascension sociale dans une société. On ne passe pas manager, on ne passe pas responsable si on n'a pas de l'éducation. Et quand je dis éducation, c'est du savoir-vivre, du savoir-être. C'est impératif. Moi, je peux dire aujourd'hui des grossièretés comme vous venez de les entendre. Ça fait partie de mon charisme, ça fait partie de ce que je suis. Et ça me permet aussi de vous faire comprendre qu'il y a des messages qui passent et qui passent sainement. Quand on est dans un environnement professionnel, on a besoin de ce premier socle-là. Le deuxième point, c'est être soi-même. Parce que si on est éduqué... Essentiel. Et on est soi-même, on a en tous les cas l'essence même de notre personnalité. Oui. On est ce que nous savons faire. Et le troisième point, c'est n'abandonnez jamais vos rêves. Il y a toujours quelqu'un qui viendra pisser. Il y a une phrase sur le film d'Avatar. Bon, elle n'est pas très jolie, celle-là. Elle n'est pas très jolie. Je la valide, j'adore, je suis fan. Il y a toujours quelqu'un qui viendra en fait vous pisser dessus et en faisant croire qu'il pleut. C'est ça. Voilà. Et dans Avatar, quand Sigourney Weaver dit il est en train de nous pisser dessus et il nous fait croire qu'il pleut, je la trouve tellement belle et tellement vraie. Mais nom de Dieu, oui, parce que lui,
comme il pleut dans son cœur, il pleut dans son cerveau, il ne veut pas que les autres puissent à un moment donné s'ensoleiller. Et quand je dis ça, sachez bien que la personne dont je vous parle là n'a pas un fond méchant. Hein. Non. Il est la conséquence, il est la somme des gens qui fréquentent, des 8 personnes qui fréquentent, il est la somme de tout ce qu'il a cumulé, de son enfance, de son éducation scolaire, de son éducation professionnelle, etc. Et tout mis bout à bout, pour peu qu'il ne soit pas bien managé lui aussi. Et moi, je dis toujours, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait manager en descendant et en remontant. Oui. Si on ne sait pas manager son responsable, ça ne sert à rien de prendre les coups pour tout le monde, ça n'a pas trop de sens. Le tout, c'est de aussi évangéliser en remontant. Bien sûr. Mais surtout, n'abandonnez pas vos rêves et ce que vous voulez être. Et la dernière chose que je dirais, et ça je dis toujours dans mes formations, c'est si quelqu'un vous inspire, c'est qu'au fond de vous, vous avez ça. Sinon, ça ne vous parlerait pas. Moi, personnellement, je ne me suis jamais inspirée. Moi, quand Michel Sarah me dit toujours ouais, l'avion et tout machin, je le regarde. Pourquoi il parle d'avion? Et là, je me dis, c'est parce que moi, ça ne m'inspire pas. Bah oui. Ça ne m'inspire pas. Donc, ça ne me parle pas. Et quand il m'en parle, je n'entends pas. Je ne comprends même pas l'émotion qui peuvent remonter, qui monte de son bas-ventre, par son cœur, sa gorge, et qui vont éjaculer sur son cerveau. Je ne comprends même pas ça. Par contre, moi, tu me parles d'un PC, d'une nouvelle technologie, je vais avoir ça qui monte. Voilà. Parce que quelque part, c'est mon truc. Donc ça, c'est important aussi de se dire qu'il y a des choses comme ça, basiques, rudimentaires, qui font qu'elles sont à la portée de tous, et ça permet d'avancer plus rapidement et plus sereinement. Merci infiniment. Oh, avec grand plaisir. Toutes ces clés. Merci infiniment pour. En plus, on a eu droit à une exclusivité. Waouh, je suis fan. Non. Mais... Elle était mignonne. Je pense que je trouve qu'il était temps de la partager, celle-là aussi. Je l'avais oubliée. Tu me l'as fait remémorer. Elle est belle et je suis ravie de te l'avoir fait. Écoute, tous les cas, moi, je suis ravie de la partager sur ton canal. Ça, c'est clair. En tout cas, merci infiniment. J'espère que toutes les pépites que vous aura partagées Maïté lors de cette interview vous sera des plus utiles. Moi, je trouve que Maïté est vraiment une personne extrêmement inspirante. Elle a un parcours qui justement montre à quel point il ne faut surtout pas se faire limiter par les limites des autres. Ne vous faites pas limiter par les limites des autres et apprenez finalement à aller chercher la pépite qui est en vous. Allez enlever les couches qui sont en trop pour pouvoir vraiment chercher ce qui est votre ikigai, finalement, votre chemin de vie, votre chemin de vie, votre raison d'être, et de créer une vie qui vous ressemble. Et encore un immense merci, Maïté. Merci à toi. Pour ce moment partagé. Et encore une fois, les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, je vous remercie encore une fois de faire partie des personnes qui font en sorte que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À bientôt. À très bientôt et merci. Merci.